Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Colavive. Vous êtes bien calés sur le 101 FM, la fréquence juive de Toulouse, et vous êtes dans votre émission Israël le Mag. Aujourd'hui, c'est Laurent qui est dans son aquarium sans tuba. Merci, bonjour Laurent. Bonjour à tous. Voilà, et puis nous allons recevoir dans quelques instants notre premier invité, Yehuda Lankri, ancien ambassadeur d'Israël en France et ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU. Voilà, peut-être que nous avons Yehuda. Yehuda, Oui. bonjour. Bonjour. Bonjour Yehuda. Alors avec vous, on va essayer de replacer la diplomatie israélienne dans ce fameux jour d'après. On a l'impression que depuis quelque temps, Donald Trump veut accélérer les choses. Il estime que l'affaire des otages est pratiquement terminée. Il reste encore 5 otages, dépouilles d'otages entre les mains du Hamas et du djihad islamique. Alors, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est où est la diplomatie israélienne dans ce jour d'après? Est-ce que Trump n'est pas en train de prendre la main et de prendre en charge tous les événements? Et est-ce qu'Israël a posé des lignes rouges, justement, à ne pas dépasser? Première ligne rouge, euh, tant que le dernier des otages n'est pas rendu à Israël, rien ne pourra être conclu. On ne pourra pas progresser. Et ça, le président américain Donald Trump, qui a fait un travail considérable et qui continue à le faire, en est parfaitement conscient. Il est lui-même, si je puis dire, le promoteur de ce slogan, jusqu'au dernier des otages. Nous en sommes maintenant à un essai de constitution. Après le plan Trump en 20 points qui est en annexe au projet de résolution qui circule à l'heure actuelle aux Nations Unies, nous en sommes donc à ce stade à la recherche d'une résolution qui puisse permettre d'avoir un mandat international, comme le souhaite le secrétaire général des Nations Unies, afin que toute cette nouvelle réalité du jour d'après puisse prendre corps. Israël est en parfaite coordination avec les États-Unis. C'est vrai que le président américain exerce une certaine pression, mais il a su l'exercer aussi quand il fallait euh, aider Israël dans différents aspects de sa guerre multifrontale. Et nous sommes prêts à coopérer avec lui autant qu'il le faudra. Nous parlons entre amis, nous coordonnons nos actions entre amis, et ainsi il en sera dans le proche avenir. Alors, Yehuda, c'est vrai que on a l'impression, vous de nous donner cette information, de dire que l'administration Trump travaille en collaboration extrême avec l'administration de Netanyahou, mais on voit quand même que ça va un peu vite, notamment cette demande de résolution de l'ONU pour les forces internationales. Et là, on peut se poser la question, où se situe Tsahal dans cette histoire, que l'administration américaine veut gérer rapidement l'aide alimentaire distribuée aux Gazaouis, et notamment en prévoyant ce remplacement du Kodak vers cette zone de transfert complet de responsabilité sur le terrain, dans un processus d'intégration des mécanismes de coordination de l'aide alimentaire avec la base de Kiryat Gat. C'est quand même assez intéressant, notamment qu'il nous parle aussi de cette possibilité de gérer aussi des zones très précises où on va restituer des zones d'éducation et des zones de protection. Finalement, est-ce que ça va pas trop vite? Non, je ne pense pas. Nous avons traîné les pieds assez longtemps, du passage du militaire au politique. Il s'est écoulé pas mal de temps. Il est temps de mettre les bouchées doubles et de permettre à nos amis américains de nous aider le mieux possible. Le fait que leur base centrale soit à Kiryat Gat, c'est déjà un message fort en ce qui concerne la présence d'Israël et la capacité d'Israël de gérer à l'avenir ses intérêts sécuritaires et politiques. Euh, pour le moment, aux Nations Unies, ce sont les Américains qui mènent la danse avec un projet de résolution qui, je l'espère, passera dans les meilleures conditions possibles
pour Israël. Israël a une réserve euh, dont j'espère que le président américain prendra cette réserve au sérieux. C'est celle que nous avons par rapport aux Turcs. Israël ne souhaite pas que la Turquie soit mêlée à même le terrain à Gaza, tant on sait qu'ils sont pro-Hamas, ils l'ont été et ils le restent. Alors, il faudra trouver un terrain euh, pour les Turcs qui puisse leur permettre d'acheminer leur aide humanitaire, mais cela ne pourra pas se faire à Gaza même, dans le voisinage d'Israël. Alors, justement, on parle de ces zones sous contrôle israélien et qui, notamment des zones du sud et de plusieurs parties de quelques petites portions de zones gérées par Israël dans le nord, et on dit que la Jordanie, les Émirats arabes unis et les États-Unis, le Maroc, et il est rajouté d'autres pays. Alors, est-ce que ces autres pays ne sont pas justement la Turquie et le Qatar, qui sont j'allais dire, les meilleurs amis quand même du Hamas et des terroristes du Hamas. Effectivement, la Turquie et le Qatar doivent se tenir à distance et non pas agir à même le terrain à Gaza. Mais il y aura certainement une majorité de pays musulmans, arabes, euh, qui mettront la main à la pâte sous l'égide américaine. Ce sont les États-Unis qui vont, à partir de leur base de commandement de Kiryat Gat, et même de la présence du président américain ici ou là, puisqu'il a constitué, ou il est en train de constituer, ce qu'il appelle le Board of Peace, un comité d'administration de la paix, dont il sera la tête, il sera le chef. Il a été désigné par tous les acteurs qui l'entourent. Donc, je pense qu'il y a du bien là-dedans, aussi longtemps que les États-Unis et le président américain Trump, je mets l'accent sur Trump, sont présents. Les choses seront, à mon sens, contrôlées suffisamment pour permettre à Israël un avenir sécuritaire rassurant. Alors, il y a aussi une question très importante, et c'est une question majeure, bien entendu. C'était l'un des objectifs, en tout cas, de l'administration américaine, mais aussi de l'administration israélienne et de Tsahal, c'est le désarmement des terroristes du Hamas et des autres fractions palestiniennes terroristes, comme le djihad islamique. Or, on sait très bien que le Hamas, comme ces factions terroristes, ont dit qu'ils ne désarmeront jamais. Alors, quelle est la situation exacte? Trump annonce qu'il pourrait, lui, désarmer le Hamas en quelques heures, ce que Tsahal n'a pas réussi à faire en 2 ans, en connaissant le terrain. Est-ce qu'il n'y a pas ici un dysfonctionnement? C'est un enjeu considérable. Désormais, le Hamas ou le Hezbollah, c'est la même équation problématique. Alors, on connaît un peu le style du président américain, euh, son penchant à l'hyperbole, mais il faut quand même compter sur lui. Peut-être qu'il ne le fera pas en quelques heures, mais s'il faut le faire, il le fera. Mais il s'est doté d'une alliance arabo-musulmane pour que justement, pour cette question si délicate comme le désarmement, il y ait le frère arabe qui soit là pour convaincre le Hamas de le faire, pour éventuellement recueillir l'arsenal du Hamas, du djihad et d'autres, et en faire un usage pacifique. Donc, je pense qu'il a des idées en tête. Il accompagne ça traditionnellement de menaces. Ces menaces ont une certaine influence, même si elles semblent quelquefois un peu trop exagérées. Je pense que le Hamas ne s'est converti à ce dialogue un peu macabre avec Israël. On le connaît comme vendeur de cadavres, comme marchand de mort, comme idolâtre de la mort. Il ne l'aurait pas fait sans les menaces américaines,
qui devenait de plus en plus précise, ces fameuses portes de l'enfer que Trump menaçait d'ouvrir. Donc, ce mélange de gens, de menaces américaines, mais d'efficacité américaine dans le processus. On a vu cette base se constituer à Kiryat Gat sans presque la ressentir. Euh, et il peut aller aussi loin qu'il le faudra. Alors, justement, il y a un événement très important justement dans cette gestion du désarmement des terroristes du Hamas. C'est ces 200 terroristes qui sont enfermés dans leur propre tombe, j'allais dire qu'ils ont creusé eux-mêmes, c'est-à-dire les tunnels. Pour Israël, c'est il faut fermer les tunnels et les bombarder. Et pour Trump, c'est peut-être faire un couloir humanitaire pour les laisser sortir ces 200 terroristes et les faire désarmer, peut-être dans une mise en scène médiatique. Est-ce que c'est deux visions différentes ou bien alors est-ce que ces éléments vont se coordonner en tout cas? Le résultat doit être euh, la manière de neutraliser les 200 terroristes. Ce sont des terroristes, ce sont des tueurs, Eh ben des oui. écorcheurs. Euh, on écoute Donald Trump, mais Israël a pris quand même le temps d'une réflexion qu'a formulée de façon assez lapidaire, mais juste, le chef d'état-major, qu'il a présenté au Conseil de sécurité israélien, au cabinet de sécurité, en disant deux choses. C'est soit la capitulation de ces 200 terroristes, c'est-à-dire qui se rendent à Israël, et qu'Israël les jugera, les mettra en prison, éventuellement en livrera quelques-uns. Tout dépend de la fluctuation de la négociation. Ou c'est la mise à mort, c'est-à-dire il y aura un combat et ces terroristes périront. C'est à eux de choisir. Bien sûr, ils ont le Hamas au-dessus d'eux, mais dans le cadre des discussions indirectes que l'on mène, il faut mettre au pied du choix le Hamas en lui indiquant quelles sont les deux issues. Ou la capitulation, avec tout ce que ça entraîne en matière de justice, etc. Ou c'est la mise à mort de ces terroristes, parce qu'ils sont des terroristes. Et ensuite, la destruction des tunnels. Tout ceci est prévu dans le scénario présenté par le chef d'état-major Ian Zamir au cabinet de sécurité. Donc on n'a pas la même vision en tout cas entre Trump et l'administration de Netanyahou, c'est ça? Oui, c'est ça. Je pense que la vision de Trump est un peu light. Il est pris par l'envol de sa réussite et je ne peux que le louer pour cette réussite. Tout à Dans, fait, bien sûr. dans l'accord qu'il a forgé entre Israël et le Hamas, il a été très efficace. Donc, il peut ici ou là essayer de forcer les serrures et les verrous, mais il y a certaines lignes rouges que vous indiquiez tout à l'heure qu'on ne peut pas franchir. En tout cas, ces lignes rouges sont fixées. Et il y a aussi une ligne rouge que les Israéliens ont fixée, notamment au Liban, avec la possibilité de réarmement et qui se fait de façon très intense en ce moment du Hezbollah et cette capacité de ne pas de désarmer par le gouvernement libanais qui a du mal à gérer cette histoire. Et finalement, on a une réaction extraordinaire de l'Union européenne qui condamne justement les, euh, euh, les, euh, les actions de Tsahal au sud Liban, justement contre ces forces du terroriste du Hezbollah, suppose quand même de l'Iran, il faut le savoir, et qui pose un problème majeur, c'est que est-ce que l'Union européenne dit qu'Israël ne gère ne s'accorde pas avec la résolution 1701. Est-ce que vous avez cette notion-là? Est-ce que vous pouvez nous dire si c'est éventuellement cette problématique de l'Union européenne avec Israël au sud Liban va avoir des répercussions diplomatiques et des répercussions économiques pour Israël? Avant que cela n'arrive à ce stade, je pense qu'il faudra amorcer un dialogue vivant avec l'Union européenne, essayer de la désenclaver. Je pense qu'elle est encore sous le coup de la condamnation tous azimuts d'Israël, quoi qu'Israël fasse. Nous avons quand même changé de registre. Nous ne sommes plus là
à faire la guerre délibérée au Hamas. Nous sommes là pour nous défendre. La même chose avec le Hezbollah. C'est une action préventive israélienne. Il faut bien leur expliquer tout cela. Ça n'est pas de l'agression israélienne comme ils l'imaginent, mais le Hezbollah est en train de retrouver ses ressources sous l'impulsion iranienne, comme vous l'avez signalé. Et ça, c'est un facteur à considérer. On ne va pas se laisser surprendre maintenant dans le nord avec un nouveau 7 octobre. Israël veille à ce que cette situation ne se répète pas, ni au nord, ni au sud, ni à l'est, ni à l'extrême sud, avec des Houthis. Donc, je pense qu'il faut engager un dialogue, c'est certain. Et il faut essayer de désenclaver mentalement, peut-être même idéologiquement, l'Union européenne de ses partis pris. Alors, vous avez été ambassadeur d'Israël à l'ONU. L'ONU, c'est New York. Je voudrais avoir juste en dernière, notre dernière question, votre analyse sur la victoire de ce maire de Monsieur Mandani, qui est un maire anti-israélien, antisémite de façon notoire, qui a été élu donc maire de New York. Et on apprend que près de 30% des juifs américains, des juifs, pardon, new-yorkais ont voté pour Mandani et que 60% des juifs américains disent que finalement Israël commet un génocide à Gaza. Finalement, les juifs américains ont lâché un petit peu Israël, c'est ça que ça veut dire? Certains juifs américains qui, de toute façon, Ah, les proportions sont un peu importantes, hein, 60% pour le génocide, 30% des juifs new-yorkais qui votent Mandami, c'est un peu quand même incroyable. oui, alors mettons un peu d'ordre dans tout ça. Allez, d'accord. Lui-même se Et dit, ça, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous pose cette question, d'ailleurs, c'est pour mettre de l'ordre. Mamdani lui-même se dit anti-israélien ouvertement, pro-palestinien ouvertement, mais il se garde de dire qu'il est antisémite. Au contraire, dans son discours de victoire, il s'est engagé à combattre l'antisémitisme à New York. Donc, essayons de lui accorder quelques crédits. Ça n'est évidemment pas le maire idéal pour Israël, mais enfin, il a remporté sa victoire démocratiquement. Espérons qu'il pourra faire un mandat, je ne lui souhaite pas plus dans ces conditions. Ah, quand même, malgré tout, vous êtes en train de nous expliquer qu'un mandat suffirait largement. Ça va, ça. Un mandat, ça suffira, mais qu'il le fasse sans qu'il y ait trop de mal, trop d'injustice et trop d'iniquité. Bref, mettons-le à l'épreuve de l'exercice de sa mission. Mais je pense que, s'agissant des Juifs, quelquefois, à travers ces hyperboles, Donald Trump n'a pas tellement tort lorsqu'il dit ceux des Juifs qui votent pour les démocrates, ou dans ce cas de figure pour ce maire, on doit leur ouvrir la cervelle et leur changer quelques données. Alors, considérez que parmi ces Juifs, il y a quelques centaines de milliers ultra-orthodoxes, ultra-religieux, euh, qui sont dans une approche antithétique à Israël au niveau même de l'essence d'Israël. Quand j'étais en poste à New York, bon nombre de fois, j'avais des manifestations en face de notre délégation contre Israël, de ces juifs-là. Euh, donc c'est un peu les Neturei Karta de Jérusalem qui se retrouvent dans de grands quartiers new-yorkais et qui constituent des masses. Leur vote massif pour Mamdani a été très utile pour lui, puisqu'il a permis de faire la différence avec Cuomo. Sur ces questions de jeunes qui dérivent vers ce tapage de cervelle selon quoi Israël a une armée génocidaire, là encore, il faut faire du travail sérieusement et en profondeur pour les années à venir, pour essayer de les désenclaver
de cet empoisonnement idéologique auquel ils ont été exposés. Merci, Yehuda Lankri, merci de votre analyse et nous vous disons à bientôt sur les ondes de Kol Aviv. Nous souhaitons une très belle semaine. Shavua Tov à vous. Shavua Tov. Merci, Sarah. À bientôt. Au revoir. Voilà, nous revenons au studio pour aborder notre deuxième page de ce magazine Israël le Mag avec Jonathan Serrero, analyste politique et spécialiste de la société israélienne. Et justement, c'est cette société qu'on va essayer de passer au crible aujourd'hui avec Jonathan Serrero. Bonjour Jonathan. Bonjour, On vous entend pas? Si? vous m'entendez? Voilà, parfaitement. Ah, Jonathan Serrero, il y a une affaire qui secoue énormément la société israélienne, c'est l'affaire de cette procureure de général militaire qui défraie la chronique, en tout cas en Israël, et qui montre en fin de compte qu'il y a une fragilité du système judiciaire en Israël, ouvrant justement ce fameux dossier de la réforme judiciaire qui a secoué Israël avant le 7 octobre et qui peut-être était à l'origine de cette capacité du Hamas et des terroristes de gérer ce pogrom en Israël le 7 octobre. Alors, quelle est votre analyse et vraiment où on en est où là dans cette histoire? eh bien, cette histoire est tout bonnement digne d'une série, d'une série Netflix, puisque tout part de cet été 2024 où la presse rend compte de ce traitement quelque peu agressif de soldats de Tsahal, de soldats réservistes de Tsahal au centre de détention de Sde qui se trouve dans le sud du pays contre des terroristes palestiniens détenus dans ce centre pénitentiaire. Et l'affaire fait grand bruit. Des manifestants se postent devant le centre de détention pour tout simplement venir essayer de libérer les soldats ou de protester contre les décisions qui ont été prises à l'époque. Et on a une ex-contrôleuse juridique de Tsahal, en l'occurrence Ifat Tomer Yerushalmi, qui se trouve quelque peu acculée dans cette affaire et accusée surtout dans cette affaire. Et face au, à la répression et notamment à la critique dure de la part d'une grande partie de la majorité des Israéliens, l'ex-contrôleur juridique de Tsahal décide tout simplement de faire fuiter des vidéos montrant donc des soldats, incriminant des soldats de Tsahal, portant atteinte donc à ces terroristes détenus au centre de détention de Sde. Et l'affaire je dirais, s'éteint, s'évapore petit à petit pendant près d'un an, jusqu'à il y a de cela une semaine, une dizaine de jours, où il y a quelques semaines de cela, une de ces officières passe deux tests polygraphes. Un premier test qui révèle quelques incohérences dans son témoignage. Elle passe un deuxième test et là, c'est sa conscience personnelle qui parle et elle dévoile que l'ex-contrôleur juridique de Tsahal est mêlé de près dans cette affaire, est à l'origine, apparemment, semble-t-il, c'est la justice qui décidera, apparemment, donc, cette Ifat Tomer Yerushalmi est derrière donc la fuite de ces vidéos. Le problème, c'est que ces vidéos ont été diffusées sur la 12e chaîne de télévision en Israël. Elles ont été diffusées sur les réseaux sociaux, vues, visionnées 92 millions de fois sur le réseau social X. Elles ont été partagées un nombre incalculable de fois sur l'ensemble de ces réseaux sociaux, ont été diffusées sur toutes les chaînes de télévision pour incriminer les soldats israéliens, pour entacher l'image de l'État d'Israël et porter atteinte aussi aux soldats qui étaient mobilisés sur le terrain, porter atteinte
aux otages, puisque le Hamas aurait eu des volontés, après la diffusion de ces vidéos, aurait eu des volontés de liquider les otages, d'exécuter les otages et de mettre en danger aussi les communautés juives à travers le monde. Donc, on a aujourd'hui une ex-contrôleuse juridique de Tsahal qui se retrouve assignée à résidence avec bon nombre d'acteurs qui se trouvent impliqués dans cette histoire tout bonnement rocambolesque. Donc une histoire, comme vous dites, digne d'une série télévisée sur Netflix, mais une histoire qui est assez dangereuse pour l'image d'Israël et l'image de Tsahal, qu'on veut bien, qui fait tout pour justement éviter cette notion. Alors justement, cette affaire dont on fait grand bruit, mais on est à la restitution de pratiquement de tous les otages. Il reste encore cinq dépouilles entre les mains des terroristes. On va passer au jour d'après et finalement. Il n'y a pas de commission d'enquête sur le 7 octobre. On ne voit rien arriver. La société israélienne veut avoir des réponses et on ne donne pas de réponses à la société israélienne. Est-ce quand cette commission d'enquête va se mettre en place et comment va-t-elle se mettre en place si elle devait se mettre en place? Je dirais que cette affaire, c'est le début, peut lancer le lancement peut marquer le lancement de cette commission d'enquête tant souhaitée peut-être par une grande partie aussi de l'opposition au gouvernement Netanyahou. Mais on le voit, l'ensemble de la société israélienne, de l'opinion publique israélienne est très attentive à ce qui se passe en ce moment avec cette affaire concernant l'ex-contrôleuse juridique de Tsahal. On a vu des volontaires de Zaka essayer de retrouver le téléphone de cette contrôleuse juridique. Le téléphone a été retrouvé. Il y a une mobilisation, il y a des manifestations qui sont organisées devant le domicile de l'ex-contrôleuse de l'État. Et on a l'impression que cette affaire n'est que la partie émergée de l'iceberg qui peut-être nous attend dans les prochaines semaines avec des responsabilités au plus haut niveau concernant cette affaire et d'autres affaires qui pourraient être en découler. Concernant la commission d'enquête du 7 octobre, je pense qu'elle doit être, elle ne doit pas être entachée d'influence politique. Elle doit être neutre. Et c'est tout l'enjeu, à mon avis, aujourd'hui, après la restitution de l'ensemble des dépouilles d'otages, c'est tout l'enjeu pour les autorités israéliennes de bâtir une commission qui n'a pas d'influence politique et qui est totalement neutre pour faire la lumière sur ce qui s'est passé le 7 octobre. On sent bien que ce qui s'est passé, les événements antérieurs au 7 octobre ont une grande influence. Alors, il y a aussi un autre dossier très important pour la société israélienne, c'est l'enrôlement des religieux, donc des orthodoxes. La loi Bismuth n'est pas une loi, c'est une loi qui est consensuelle, justement, pour pas frustrer Chasse et le faire sortir de la coalition, peut-être aussi dans une possible des élections anticipées, alors que Tsahal manque terriblement de soldats. Comment la société israélienne vit cet événement? Et on a vu ce matin que, en tout cas, l'opposition fait front uni justement dans ce dossier, et c'est là ce seul moment justement où il y a une union sacrée, j'allais dire, contre cette loi, justement par l'opposition qui est unie pour la première fois à l'administration de Netanyahou. Je pense que cette loi sert de patate chaude pour pour l'opposition, puisque cette loi a fait tomber déjà un gouvernement. C'était un gouvernement dirigé par Benjamin Netanyahou, c'était en 2018. L'opposition s'en sert comme une carte de choix pour elle, pour essayer de faire pression sur cette coalition. On voit que cela fonctionne, que sur cette question de l'enrôlement des élèves des établissements talmudiques orthodoxes, la coalition actuelle peut tout à fait tomber.
je pense que cette question, c'est une question idéologique. Il faut bien le comprendre. Euh, Personne n'arrivera à convaincre le monde orthodoxe de s'enrôler au sein de Tsahal. Et du côté de Tsahal, il y a une volonté d'intégrer les orthodoxes, mais pour le moment, l'armée, même l'armée le dit, il n'y a pas les structures pour accueillir l'ensemble des orthodoxes. Et c'est la raison pour laquelle la loi proposée par le président de la commission parlementaire des affaires étrangères et de la défense, en l'occurrence le député Likoud Boaz Bismuth, c'est la raison pour laquelle il y a une sorte de quota d'élèves des établissements talmudiques qui pourraient s'enrôler au sein de l'armée. Benjamin Netanyahou a annoncé d'ici 2 ans l'enrôlement de 10 000 élèves des établissements talmudiques orthodoxes. C'est une ambition assez haute, mais c'est, à mon avis, un chiffre réaliste au regard aussi des unités orthodoxes qui existent au sein de Tsahal, l'unité Netzach Yehuda, l'unité Hashmonaïm qui a été aussi créée par l'actuel chef du Shin Bet, en l'occurrence David Zini. Donc, il existe des structures, mais pour le moment, il faut que Tsahal aussi s'adapte à cette communauté orthodoxe, mais enrôler l'ensemble de ces jeunes au sein de Tsahal, c'est une vue de l'esprit, et je pense que ce débat continuera ad vitam aeternam. D'ailleurs, il dure depuis la création de l'État d'Israël. Mais il y avait une volonté de David Ben Gurion justement de protéger ces soldats, j'allais dire, de la Torah. Oui, David Ben Gurion, Shimon Peres, il y a eu toutes sortes de responsables politiques qui ont souhaité de manière assez légitime et de manière assez naturelle et avec de bonnes intentions, comme on dit. Mais aujourd'hui, il y a une sorte de fracture sur ce point-là, et cette fracture se creuse au regard du sacrifice de la grande majorité des jeunes Israéliens qui se sont enrôlés dans cette guerre, qui ont payé de leur vie durant cette guerre, et cette fracture se creuse entre les laïcs, les sionistes religieux et la partie orthodoxe israélienne. Donc aujourd'hui, ce débat cristallise aujourd'hui les fractures, le ressentiment, tout ce qui est négatif en quelque sorte au sein de cette opinion publique israélienne. Et je pense que y aller par la force, ce n'est pas la bonne méthode. Il faut que chacun y mette du sien. Je le sais pour avoir effectué des reportages sur la question. Il y a des discussions qui sont menées entre les responsables de la communauté orthodoxe avec les responsables militaires de l'État d'Israël. Donc, il y a un dialogue qui se noue et qui est présent déjà depuis de nombreuses années. Donc, je pense que la voie du dialogue doit prendre le dessus sur la confrontation et ne pas laisser place aux extrémistes de chaque camp. Tout à fait, tout à fait. C'est une parole sage en tout cas. Alors justement, on rentre dans une période électorale en Israël, 2026, c'est les élections normalement en octobre, mais il pourrait se passer, bien entendu, de ces élections peuvent être anticipées, et beaucoup de gens dans l'entourage de Netanyahou pensent que l'histoire de cette procureur général de militaire pourrait servir justement Netanyahou pour faire des élections anticipées. Est-ce que c'est votre avis? Ou bien alors, et puis il y a aussi ce dossier dont on vient de parler, de l'enrôlement des orthodoxes, qui pourrait être aussi, s'il était bien conduit, pourrait ramener le chasse complètement dans le giron de la droite et du Likoud, et ce qui permettrait à Netanyahou de gagner cette élection. Aujourd'hui, on en est où? D'abord, premièrement, au niveau des sondages, comment ça se passe si demain il y avait une élection en Israël, et qui serait en tête? Et puis, est-ce que ces deux dossiers seraient intéressants pour la coalition actuelle? Je pense, pour répondre à votre question concernant l'affaire de l'ex-contrôleuse juridique de Tsahal, je pense, pour le bien de cette affaire et au regard du mal qu'elle a causé à ses soldats israéliens, du mal qu'elle a causé à l'image d'Israël à travers le monde, il faut l'écarter de toute influence politique, judiciaire, militaire. Il faut
une enquête totalement indépendante sur cette affaire. Concernant les sondages, alors les sondages varient en Israël, que l'on soit de l'opposition ou de la coalition, c'est selon les médias. Mais en tous les cas, il y a une sorte de renforcement du Likoud depuis plusieurs mois déjà. Il y a l'Institut Direct Pulse qui donne sur le dernier sondage 35 mandats au Likoud et une majorité assez claire à l'actuelle coalition. Dans les enquêtes d'opinion qui sont publiées par la 12e chaîne ou la 11e chaîne, le Likoud se renforce, mais pour le moment n'a pas la majorité des 61 députés. Mais en tous les cas, ces dernières semaines, on voit un renforcement du parti dirigé par Benjamin Netanyahou. Concernant l'enjeu de la prochaine élection, il sera, à mon avis, beaucoup question de la réforme judiciaire. On a entendu un acteur qui essaie de prendre parti dans le débat public israélien, en l'occurrence le président des États-Unis, Donald Trump, qui a indiqué vouloir aider Benjamin Netanyahou sur ce dossier et l'encourager à aller jusqu'au bout, à aller à la confrontation avec le pouvoir judiciaire israélien. Alors, les données ne sont pas les mêmes aux États-Unis en Israël, mais c'est une donnée à prendre en compte pour Benjamin Netanyahou. Et je pense que sur ce dossier de la réforme judiciaire, Benjamin Netanyahou peut capitaliser un nombre de voix important. Je pense que pour les prochaines élections, il faudra attendre. Et qui seront les prochains acteurs de cette prochaine élection? On devrait voir de nouvelles têtes émerger au regard de ce qui s'est passé tout de même pendant 2 ans en Israël. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises concernant ces prochains acteurs qui viendront animer la campagne électorale. Quid aussi de Benjamin Netanyahou aussi. Benjamin Netanyahou sera le candidat du Likoud aux dernières nouvelles, mais peut-être que Benjamin Netanyahou, s'il y a la normalisation avec les Saoudiens avant l'élection, alors peut-être que Benjamin Netanyahou décidera peut-être de s'écarter. Mais pour le moment, ce n'est pas la volonté de Benjamin Netanyahou qui souhaite aller jusqu'au bout de son mandat, malgré les soubresauts au sein de sa coalition, et donc programmer ses prochaines élections pour le mois de juin 2026, septembre 2026, selon les informations qui nous parviennent ici. Donc, je pense que les prochains sujets seront la réforme judiciaire. Il y aura la question aussi de l'enrôlement des élèves des établissements talmudiques. Et il y aura aussi la question du 7 octobre et de l'implication de tous ces réservistes aussi au sein de Tsahal. Le poids des réservistes de Tsahal devrait être une carte majeure lors de cette prochaine campagne. Alors justement, dans cette prochaine campagne, on voit que le Likoud est en tête, ce qui montre que la société israélienne accorde un certain crédit, en tout cas, et dans la gestion, en tout cas pas dans la genèse, mais dans la gestion de l'après 7 octobre à Benjamin Netanyahou. Est-ce que dans cette future coalition, si le Likoud a vraiment arrivé à gérer son avance, est-ce que dans la prochaine législature, est-ce qu'on aura des situations de voir des Ben Gvir ou des Smotrich encore dans le gouvernement de Netanyahou? Alors, il faut prendre en compte aussi la volonté de Benjamin Netanyahou de vouloir abaisser le seuil d'éligibilité aussi. Aujourd'hui, il est à 3,25%. Il souhaite le rabaisser. On pourrait voir apparaître de nouveaux partis et de nouveaux partis concurrents aussi aux partis orthodoxes. Parce que au sein du monde orthodoxe, il y a aussi un changement de paradigme. Il y a des contestations au sein même du monde orthodoxe séfarade, des contestations au chef du chasse Aryeh Deri concernant la vision portée par le chef du chasse Aryeh Deri. Il y a des contestations aussi du monde orthodoxe ashkénaze, où là, les contestations sont quasi Permanente. quotidiennes. Mais en tous les cas, si le seuil d'éligibilité est rabaissé, alors Benjamin Netanyahou pourra peut-être, je dirais, rabaisser
le nombre de voix à des partis plus traditionnels comme le parti de Bezalel Smotrich ou le parti de Ben Gvir et faire émerger d'autres acteurs dans la vie politique ou s'attacher ou se lier avec d'autres formations. On sent un Benjamin Netanyahou sur les dernières semaines beaucoup plus consensuel, beaucoup plus à l'écoute de la société israélienne qui réclame surtout, il y a un mot qui va revenir ces dernières semaines et ces prochains mois, le mot d'unité. Le mot d'unité sera l'un des mots clés de la prochaine campagne. Et les Israéliens seront attentifs à celui qui fera autour de lui, qui incarnera aussi cette unité au sein de de la population israélienne. Et je pense que Benjamin Netanyahou y est très attentif et c'est la raison pour laquelle il a choisi de privilégier la normalisation, la voie de la normalisation, de privilégier la fin de la guerre dans la bande de Gaza, de privilégier aussi la libération des otages israéliens. Et il est sur le point d'y parvenir. On sent un Hamas qui, petit à petit, je vais pas employer, je vais employer le mot de capituler tout de même, parce que peut-être dans quelques heures, on obtiendra une bonne nouvelle avec l'éventuelle libération d'Adar Golding. Et c'est un moment Ça, c'est un moment très important pour c'est un Israël. moment très important. Ça fait tout de même 11 ans que l'on attend Adar Golding. Et si le Hamas décide aujourd'hui de le libérer, cela veut dire quelque chose. Mais on va attendre, on va prendre nos précautions. Mais en tous les cas, Benjamin Netanyahou est sur le point de parvenir à faire plier le Hamas, bien évidemment avec l'aide des États-Unis, avec les médiations aussi, avec ce plan Trump. Mais en tous les cas, Benjamin Netanyahou, sur ce point-là, est en train de gagner la partie. Et ça, les Israéliens l'observent, le remarquent. Et peut-être que cela présume aussi de sa future coalition. On sent aussi un Benny Gantz qui est prêt aussi à collaborer avec Benjamin Netanyahou pour pouvoir quelque peu sauver sa peau au Ça sein pour- de l'échiquier politique israélien. Alors justement, l'échiquier israélien, on voit qu'il y a une nette domination de Netanyahou, qu'on appelle ici comme une bête politique, hein, quelqu'un qui est capable de gérer la politique de façon remarquable. Et en face, il n'y a pas de personnel d'opposition de façon claire. Il n'y a pas d'émergence, en tout cas. On parle de Bennett, on parle de Davidor Lieberman, mais tout ça, j'allais dire, c'est du passé, alors que Netanyahou, qui est là depuis très très longtemps, fait encore partie du présent. C'est l'argument que les partisans à Benjamin Netanyahou donnent à l'opposition, puisque l'opposition dit il faut mettre de côté Benjamin Netanyahou. Mais le remplacer par qui? Qui aujourd'hui est capable de diriger un pays qui est en guerre sur 7 fronts différents, qui est capable de tenir tête aussi aux États-Unis, qui est capable aussi de tenir tête à l'ensemble des monarchies du Golfe, au Qatar, à la Turquie d'Erdogan. Aujourd'hui, Benjamin Netanyahou est en quelque sorte, pour les partisans de Benjamin Netanyahou, le personnage, et pour une grande majorité aussi des Israéliens, le personnage idoine pour diriger l'État d'Israël. Mais attention, tout de même, la prochaine campagne électorale, je pense, à mon humble avis, qu'elle va faire émerger d'autres personnalités avec des caractères forts qui sauront faire entendre leur voix et qui sauront aussi entendre la voix et l'avis des Israéliens. Bien évidemment, Israël est un pays à réformer en profondeur. On le voit avec cette affaire de l'ex-contrôleuse juridique de Tsahal, avec la gestion par la police, par la justice, par Tsahal des différents dossiers qui animent l'administration israélienne. On voit le syndicat Histadrut qui est mêlé à des affaires peu glorieuses. Donc, il y a du pain sur la planche pour nos responsables politiques, un appareil politique qu'il faut aussi, je pense, aussi régénérer et réformer
en profondeur. Et cela doit être l'une des leçons qui doit être tirée après le 7 octobre. Merci Jonathan Serrero, merci de votre analyse en tout cas qui a été claire et qui, je pense, va satisfaire un petit peu nos auditrices et nos auditeurs de Kol Aviv et ceux d'Israël Le Mag. Merci à vous, on vous souhaite une belle semaine et peut-être encore de belles nouvelles pour Israël et sur la voie de cette gestion d'après le 7 octobre. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, nous allons passer à la troisième étape de de ce magazine Israël Le Mag. Quelque chose de plus réjouissant, quelque chose qui nous montre un petit peu des choses différentes, c'est-à-dire nous allons avoir Laurent Ganassia, responsable marketing de l'ONIT, l'Office national du tourisme israélien. On va parler de tourisme, on peut parler de vacances, on va parler d'Israël autrement. Allez. Après ce petit jingle, nous revenons en studio pour continuer notre émission. Nous allons recevoir notre prochain invité, Laurent Ganassia, qui est le responsable de la communication à l'Office du tourisme israélien à Paris. Laurent, bonjour. Bonjour Serge, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais faire une petite confidence. Quand on vous invite à Radio Kol Aviv, c'est qu'en Israël, ça va bien. Et ça fait un énorme plaisir. Et je vous assure que après ces 2 ans difficiles que Israël et que tout le peuple juif a vécu, et malheureusement ça continue un petit peu, mais on est fort, on va pouvoir passer le cap. Et c'est un plaisir de vous avoir parce qu'on va parler de tourisme, on va parler de vacances, on va parler d'évasion, on va parler d'Israël autrement en tout cas. Alors votre actualité, justement, puisque ça commence un peu à bouger. Votre actualité, c'était il y a quelques jours, je crois que c'était le 3 novembre, vous avez réuni la presse, justement, et tous les responsables du tourisme pour justement refaire vivre ce tourisme israélien qui était vraiment en berne depuis quelque temps. Alors c'est vrai que nous-mêmes, à l'Office de tourisme israélien en France, on était, on va dire, pendant 2 ans dans une certaine complexité, hein. Dieu sait que nous avons fait preuve d'imagination et de ténacité pour pouvoir justement innover et communiquer et faire en sorte qu'Israël reste à l'esprit et au cœur de la plupart de nos partenaires. C'est pour ça que nous avons eu l'occasion, par exemple, de venir dans certaines villes de province, dont Toulouse, il y a quelques Mais oui, tout à fait. Et on a acté, si vous voulez, ce jour d'après, qui a pu être concrétisé, on le sait, avec un cessez-le-feu d'il y a maintenant quelques semaines, le lundi 3 novembre, hein, comme vous l'avez dit, donc lundi dernier, à Paris, au centre de Paris, dans une très belle salle, en immersion avec des images absolument sublimes d'Israël qui remplissaient tous les murs de notre salle de réception que nous avions louée à l'occasion. Et on a convié effectivement les acteurs donc, du tourisme, que ce soit les distributeurs, les producteurs, les agences de voyage détaillantes. On a fait venir une douzaine de partenaires israéliens, des agences réceptives, des hôteliers. Des compagnies aériennes étaient là également, que ce soit El Al, Air France ou Transavia, qui a repris également des vols directs depuis Toulouse. Et également la presse, hein, on a eu l'occasion d'avoir 30-35 médias qui sont venus justement pour pouvoir écouter un petit peu ce qu'on avait à leur dire sur la destination, pour reparler un petit peu des fondamentaux, parce que c'est vrai qu'on l'oublie trop souvent, mais beaucoup connaissent Israël, savent quels sont ses avantages, hein, au niveau du tourisme, hein, que ce soit un petit pays à 4h15 de vol, avec une pluralité extraordinaire, avec des sites qui enthousiasme et qui dépaysent un très très grand nombre de voyageurs, peu importe leurs origines, leurs croyances, leur absence de croyances, les attentes qu'ils ont des voyages. Donc tout cela, il a fallu quand même le rappeler. Parce que vous savez, ça va très vite, hein. Les gens peuvent être habitués à une destination et puis il suffit qu'il y ait une parenthèse qui parfois a tendance à être un petit peu trop longue pour qu'ils passent à autre chose. Donc c'était important pour nous de dire qu'on était là, que maintenant les vols reprenaient, puisqu'on a su, grâce aux chiffres que l'on reçoit mensuellement et grâce bien sûr aux compagnies aériennes, que le tourisme reprenait. Si vous voulez, sans vouloir vous inonder de chiffres, je peux vous donner quand même quelques indications, cher Serge. Bien sûr. Par exemple, de janvier à septembre 2025, nous avons accueilli 930 000 touristes contre 757 000 sur la même période en 2024. Ça représente déjà quand même 22,5% d'augmentation. Et sur la France,
sur cette même période, on a pu accueillir presque 125 000 touristes français. Donc là aussi, une véritable augmentation. Et selon les projections que nous avons, à la fin de l'année 2025, nous devrions obtenir, ou en tout cas avoir le plaisir d'avoir reçu à peu près 170 000 touristes français sur 1 300 000 visiteurs internationaux. Donc la France se maintient comme le premier marché européen et le deuxième du monde, après les Ah, quand États-Unis. même, Voilà. Et très premier important. marché européen devant le Royaume-Uni, l'Allemagne ou la Russie. Laurent, bien entendu, vous avez parlé des acteurs du tourisme pour leur parler d'Israël, des acteurs de la presse. Ces gens-là, comment ont-ils réceptionné votre discours par rapport à Israël qui a été complètement dévoyé, isolé, matraqué pendant ces 2 ans avec tous ces termes? Est-ce que vous avez ressenti quelque chose ou bien alors ils étaient contents peut-être que ça allait se passer? Alors, je dirais comme ce que vous venez de l'affirmer dans la dernière partie de votre intervention, c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment contents que l'on vienne confirmer un petit peu ce qu'ils pressentaient. Beaucoup d'entre eux, de toute façon, nous ont fait part de leur sympathie pendant ces quelques années avec des petits messages sur les réseaux sociaux, par téléphone, sur WhatsApp, etc. D'autres étaient curieux de savoir finalement cette fameuse destination qui est restée quand même, on va dire, au cœur et à l'esprit de pas mal de gens, parce que je le rappelle assez souvent, la clientèle des agences de voyage, bon, vous avez une clientèle qui ne va pas excéder les 2 heures de vol, qui va aller peut-être en Afrique du Nord ou dans le bassin méditerranéen, version courte, qui va pas aller plus loin, mais il y en a quand même beaucoup, beaucoup qui souhaitent quand même aller au moins une fois dans leur vie à Jérusalem. Je veux dire, tout grand voyageur qui se respecte ne peut pas Il ne est pas vrai. avoir envie un jour de découvrir Jérusalem, Tel Aviv, la Galilée, la Judée, le Jourdain, enfin, toutes ces, comment dire, ces régions, tous ces sites, tous ces noms avec lesquels on a grandi, qui font partie de la mémoire collective et universelle, ça signifie quand même quelque chose. Donc en fait, ces relais indispensables que sont les professionnels du tourisme, etc., avaient déjà envie, par, on va dire, curiosité personnelle, de savoir est-ce qu'on en était, mais aussi parce que leurs propres clients, euh, ils nous l'ont confirmé, leur disaient, bon, évidemment, quand ça ira mieux, on aimerait quand même partir en Israël. C'est un pays quand même, Jérusalem, qui est indispensable pour notre culture, pour notre, notre plaisir de grand voyageur. On ne peut pas imaginer ne pas y aller. Donc en fait, les questions se sont surtout concentrées sur les possibilités au niveau de l'aérien, sur la possibilité sur place d'effectuer soit des séjours, soit des vols plus location de voiture, soit des circuits. Sur également comment ça se passe au niveau des assurances, hein, puisque bon, voilà, les gens savent que effectivement, on est derrière une période qui a été extrêmement douloureuse, complexe. Après, il ne faut pas être naïf, hein, les gens sont encore un petit peu dans l'expectative, hein, on attend, nous, par exemple, que la plupart des tours opérateurs reprogramment la destination. Pour l'instant, ils ne la programment pas. Alors Ils justement, la vendent sur demande, mais ils ne la programment pas d'une façon, on va dire, pérenne. Ce sont que des agences de voyage, entre guillemets, spécialisées et spécialisé. détaillantes, et qui vendent la destination pour l'instant. Justement, les tours opérateurs ne s'investissent pas encore en Israël, avec ou peut-être quelques-uns, je ne sais pas, mais parce que au niveau des sites du ministère des Affaires étrangères, Et la la destination est région toujours en est orange. toujours orange et donc Tout à ça fait. pose un problème. Est-ce qu'il y a une volonté politique aussi de la part du ministère des Affaires étrangères qui est quand même assez virulente vis-à-vis de sa vision d'Israël et de son gouvernement? On ne va pas faire de politique, mais malheureusement, on y est presque. C'est un état de fait, c'est clair. Et donc, est-ce qu'on ne retrouve pas ça? Est-ce qu'on ne peut pas avoir demandé justement au ministère des Affaires étrangères de revoir sa copie? Est-ce que vous avez cette capacité de le Alors, faire ou comment ça peut se faire? je sais qu'il y a parfois des relations entre l'ambassade hein, et le ministère des Affaires étrangères, parce que Bien c'est sûr. leur domaine de compétences. Après, voilà, on espère que d'ici quelques semaines, quelques mois maximum, on puisse retrouver une couleur qui nous soit plus clémente, et Eh c'est ben sûr oui, que ça facilitera la décision des tours opérateurs. Il n'empêche que quelqu'un qui veut partir quand même en Israël, et vous êtes bien oui, placé pour le bien sûr. savoir, mon cher Serge, peut le faire en passant par une agence spécialisée. Vous avez même des pèlerins catholiques qui passent par des agences qui sont spécialisées en pèlerinage chrétien en Terre Sainte et qui prennent une assurance privée. Euh, voilà, donc
il n'y a aucun souci pour, au niveau fonctionnel, organiser un voyage en Israël. Donc ça déjà, c'est une base importante quand même à rappeler. Après, effectivement, pour pouvoir replacer Israël d'une façon régulière et pérenne dans la production du tourisme français traditionnel, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus aisé quand la destination aura quitté la couleur orange, ça c'est clair. En Ça, attendant, voilà, en vous avez des attendant. agences détaillantes plutôt, qui vendent la destination, qui la vendent au quotidien, qui la vendent très bien, qui ont des relations étroites aussi avec les compagnies aériennes, hein. Vous avez des dizaines de vols chaque semaine, hein, dont, je le rappelle encore, de Toulouse, hein, avec Transavia. Avec Transavia. Et c'est vrai que c'est un apport considérable. Alors c'est vrai que les compagnies aériennes ont ouvert le ciel israélien, donc ça commence à être plus facile d'accès. C'était l'une des problématiques de ces derniers mois, où C'est on vrai. savait qu'on pouvait partir, mais on ne savait pas si on pouvait revenir. Et là, non mais c'est vrai, c'était une question. Aujourd'hui, tout va bien. Juste pour connaître un petit peu, vous avez parlé du public chrétien. Est-ce que vous avez, en dehors du public, on va rester en France, ce sera plus simple. En France, bon, le public juif, bien sûr, se déplace en Israël et de façon intéressante. Est-ce que il y a une part grandissante aujourd'hui par rapport à ce qu'on avait dans les années de 20, 22, 23, avant 23 en tout cas? Est-ce que vous avez une notion de ce public non juif qui va en Israël? Est-ce que vous sentez que ça repart? Pour être tout à fait franc, c'est pas encore les années 2018-2019, qui étaient vraiment nos années de record absolu, où on a eu 4 600 000 touristes généraux et 360 000 touristes français. C'était vraiment des chiffres extrêmement impressionnants qui n'arrêtaient pas d'augmenter. Et parmi eux, de nombreux non-juifs qui n'étaient ni pèlerins catholiques ou ni pèlerins évangéliques, Ouais. qui partaient en Israël comme on part en Croatie, en Turquie, en Grèce, vraiment pour découvrir la destination au niveau lifestyle, au niveau gastronomie, au niveau sortie la nuit à Tel Aviv. Enfin, vraiment, ça marchait très bien. Les fameux city breaks, hein, à Jérusalem-Tel Aviv, où on partait le mardi ou le mercredi et on revenait le dimanche, 4 jours, 3 nuits. Voilà, ça se passait plutôt très très bien et c'était en constante augmentation. Pour le moment, ça reste quand même affinitaire. C'est-à-dire que c'est bien sûr la communauté juive, les pèlerins chrétiens, donc les pèlerins catholiques, hein, qui commencent aussi à revenir, soit en individuel, soit en groupe, d'autant que l'année 2025 était une année de jubilé, qui Eh avait oui. été donc annoncée par le pape, à l'époque le pape François, hein, et dont certains lieux saints de la Terre Sainte, hein, d'Israël faisaient donc partie. Donc il y a eu un appel du pape et ça a stimulé pas mal de catholiques, et également de plus en plus des communautés évangéliques qui partent soit en groupe, soit en individuel. Par contre, le tourisme grand public, c'est vrai que pour l'instant, il reste, on va dire, assez confidentiel. Et notre but, justement, c'est de pouvoir, au fur et à mesure, l'amener à se développer, à lui apporter une certaine confiance, à lui donner les outils nécessaires avec les relais, agences de voyage, tour opérateurs, compagnies aériennes, assurances, etc., pour pouvoir réaliser ce rêve de partir un jour en Israël. Comme on a l'habitude de le répéter, et vous me connaissez, Serge, hein, c'est une formule que j'emploie souvent, euh, peu importe votre croyance, vos origines ou vos absences de croyance, peu importe les attentes que vous avez d'un voyage à l'étranger, peu importe votre personnalité, peu importe votre âge, vous trouverez toujours votre place sous le soleil d'Israël. Voilà. Alors, Israël est une nation tellement plurielle qu'on ne peut pas ne pas y trouver sa place. Justement, en parlant de place, on lit ici dans les revues touristiques, en parlant d'Israël, qu'il y a aussi ce tourisme gastronomique, Exactement, tout un à fait. tourisme, le tourisme gastronomique, le tourisme aussi du désert du Negev, qui Ouais. quelque chose qui va peut-être bouger. Je ne sais pas, c'est comme on connaît un petit peu tout ce qui se passe dans le sud, à côté des lacs, avec les Ouais. mines de Salomon, etc. Mais peut-être autre chose. Je ne sais pas, peut-être vous nous en parler. Et puis ce tourisme rural aussi, Exactement. qui peut. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ben, c'est vrai que c'est un petit peu la tendance, hein, de ces dernières années, le tourisme vert, le tourisme durable, le tourisme, comment dire, assez naturel, si vous voulez. Cette connexion, cette reconnexion à la nature, qui est vraiment un appel de plusieurs associations pour pouvoir favoriser, on va dire, un tourisme beaucoup plus responsable.
Et à cet égard, Neot Smadar, qui est un petit village du Negev, un kibbutz village du Negev, a obtenu un prix qui a été décerné par l'UN Tourisme. Hein. C'est en fait un petit peu l'ancienne organisation mondiale du tourisme, affiliée à l'ONU, un peu comme l'UNESCO, mais pour le tourisme, et qui a donné ce prix de tourisme durable à Neot Smadar, donc dans le désert du Negev. C'est la deuxième fois donc qu'un site en Israël se retrouve distingué donc par cette association. Ben pourquoi? Parce qu'en fait, Israël essaye de mettre en avant aussi tout ce côté lifestyle de slow tourisme, de tourisme qui prend le temps de rencontres, de retour à la nature, de séjours dans les kibbutz, de séjours, on va dire, où l'on rencontre dans des fermes et des agricoles, des collectivités, la possibilité de participer, comme ça a été le cas avec les voyages de solidarité qui ont été Bien effectués sûr. donc, ces dernières années dans les kibbutz. Donc là, c'est vrai que c'est une tendance. En dehors de cela, vous avez aussi des sites qui sont magnifiques. Bon, le lieu de Qumran où a été découvert les manuscrits de la mer Morte, hein, qui se trouve dans le désert Bien sûr. également, a donné lieu à la découverte, donc dans les années fin des années 40, début des années 50, à ces fameux manuscrits, dont le rouleau d'Isaïe qui mesure plus de 7 mètres et qui va être exposé pour les 60 ans du musée d'Israël à Jérusalem à partir de la fin de l'année, début d'année, donc 2025-2026, jusqu'au printemps prochain. Donc ça va être vraiment un joyau exceptionnel qui va être ouvert au grand public pour les 60 ans du musée d'Israël. Vous avez aussi la nouvelle ère du musée de la Tour de David à Jérusalem, qui raconte toute l'histoire de la capitale israélienne depuis les époques antiques et bibliques jusqu'à la fondation de l'État d'Israël, avec des systèmes modernes d'infographie et de technologie absolument incroyables. Et puis, Serge, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la visiter, la nouvelle Bibliothèque nationale d'Israël, Bien sûr. à Jérusalem. C'est l'un des joyaux, on va dire, les plus attractifs de ces dernières années. Hein. Vous avez eu, je crois que c'est un monument un édifice qui a coûté la bagatelle de plus de 207 millions de dollars, hein, essentiellement par des donateurs. Vous avez 4 à 5 millions, voire 6 millions d'œuvres, de manuscrits, de livres, etc., dont certaines Tout à remontent fait. à des temps immémoriaux. Et puis, pareil, un mélange de technologie ultra moderne et d'atmosphère, on va dire, très boisée, très ancienne. Je veux dire, la simple visite de ce bâtiment est déjà en soi une curiosité, une découverte. Voilà. Donc, effectivement, il y a toutes les raisons de se rendre en Israël et le tourisme gastronomique, effectivement, avec la route des vins Ah, aussi. justement, voilà, la route des vins, bon, ça, on connaissait, mais est-ce qu'il y a autre chose que la route des vins? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de grands chefs qui s'installent ici et là, Exactement. et même des grands chefs israéliens qui vont Yotam s'installer ailleurs. Briati, Voilà, Yad Shani, etc., qui ont ouvert des tables en Europe, à Paris, à Londres, etc., exactement. et qui sont des références, et qui en fait stimulent aussi beaucoup les touristes assez curieux de découvrir la destination sous un angle nouveau, et bien d'aller, voilà, on va dire, se restaurer dans les grandes adresses, les grandes tables, donc de Tel Aviv, de Jérusalem ou d'ailleurs, parfois dans des grandes chaînes d'hôtels également, qui sont répertoriées aussi et réputées pour leurs tables. Donc oui, il y a aussi cet aspect, on va dire, qui est une valeur ajoutée du tourisme israélien non négligeable et qui est de plus Oui, en parce plus. qu'on sort des kebabs et du falafel quand Ah même. oui, alors ne parlez plus de ça, quand même. Ou aussi, comment dire, l'influence des cuisines ashkénazes et séfarades, ça c'était vraiment dans les premières années de la fondation d'État Voilà. d'Israël. Là En- maintenant, en- déjà en- passé en- à une cuisine inventive, à une cuisine créative avec des saveurs, des Tout à couleurs. fait, tout à fait, tout à fait. Donc, un tourisme gastronomique, un tourisme rural, un tourisme vert, un tourisme responsable. En tout cas, Israël, je pense que c'est 2026, il faut aller en Israël, c'est Bien ça? sûr, absolument, Voilà. absolument. Et encore une fois, voilà, Il faut à tout prix aller en faut Israël aller parce en que, Israël. Je sais que c'est pas donné à tout le monde hein, par rapport au prix. Je sais que alors c'est une oui, somme. mais vous savez, Mais vous avez aussi des possibilités de partir hors vacances pour ceux qui le peuvent, hors vacances scolaires, hors fêtes. Vous avez vraiment parfois des forfaits très attractifs et ça mérite d'être souligné. Et c'est vraiment, voilà, 2026, on attend vraiment les auditeurs tous ensemble en Israël. oui, ben voilà, on a parti à partir de Toulouse, nous avons Transavia maintenant, tous les Oui, lundis. Ça, c'est un moment important. Beaucoup de gens partent avec Transavia.
Et on le voit, ça bouge beaucoup. Et on avait échangé avec le responsable de l'aéroport de Blagnac, justement, pour cette ligne, qui peut être une ligne intéressante parce qu'ils veulent faire un hub à Tel Aviv pour aller vers l'Asie du Sud-Est. Voilà, c'est ce qu'ils nous ont un peu raconté. Donc je trouve que c'est intéressant. En tout cas, Laurent, comme je vous dis, c'est toujours un plaisir de vous recevoir parce que vous nous décrivez Israël et on a envie de retourner se baigner au soleil d'Israël, rencontrer les Israéliens, rencontrer la vie israélienne, la vraie vie, pas celle qu'on nous montre là, celle qu'ils veulent nous montrer, celle qu'ils veulent nous décrire. Israël, ce n'est pas ça. Et voilà, et moi je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup de votre invitation. À bientôt. À bientôt sur les ondes de Kol Aviv. On viendra faire le point peut-être en fin d'année, j'allais dire radiophonique vers le mois de juin, pour nous raconter un peu comment que ça se passe. En tout cas, merci à vous, bravo à vous pour votre travail et votre engagement pour Israël, c'est magnifique. Merci à vous, cher Serge. Voilà, mes chers amis, Israël le Mag pour ce dimanche, c'est terminé. Et n'oubliez pas de leur dire que même si nous ne vivons plus en Israël, nous ne pourrons plus jamais vivre sans Israël. Allez, à ciao, à bientôt.